avez que vous passez un bon week-end, que la semaine s'est plutôt bien passée, et que l'actualité et le quotidien ne vous donnent pas trop de désespoir, mais beaucoup d'espoir pour savoir que vous êtes les seuls à pouvoir réellement changer les choses pour vous et pour les autres. Il faut pas se laisser abattre par ce qui se passe, ce qui se dit, tout ça. Il faut penser que nous sommes les seuls qui détenons les possibilités de construire les solutions, de construire les situations de demain, et que l'absence de connaissances d'aujourd'hui ne veut pas dire que demain, on ne peut pas être compétent pour faire les choses. C'est un petit message que je veux donner à tout le monde pour justement comprendre que c'est ça le but de la politique. Ça, Maman Blandine. Le but de la politique, c'est de savoir qu'on se lance dans ça parce qu'on a l'intime conviction qu'on peut réussir à construire les choses et à les changer. Le jour où on n'a plus cette conviction, on n'a plus cette envie, il vaut mieux s'arrêter. Parce que les gens, quand ils adhèrent, quand ils suivent un mouvement politique, ils veulent d'abord suivre des personnes qui ont confiance dans le projet qu'ils portent, dans la vision qu'ils portent, dans le projet de société qu'ils ont. Et il est important de constamment réussir à se motiver, constamment réussir à se renouveler, constamment réussir à travailler pour pouvoir garder cet état d'esprit frais et ne pas faire de la politique ou penser politique ou parler politique ou réfléchir politique avec une habitude de quelqu'un qui est blasé, qui est trop habitué, qui connaît toutes les réponses parce que tout se ressemble, tout est la même chose. Ça, c'est là, il ne faut surtout pas tomber. C'est pour ça que les choses que nous voyons, bien sûr, elles vont devoir être figées à un moment parce qu'il faut écrire un programme politique, mais ça ne veut pas dire que dans la construction de cela, nous ne sommes pas des gens ouverts à recevoir des évolutions, à réadapter ce qui sera réadaptable parce que la vie évolue d'une manière. Donc ça, c'est un message que je veux donner à tout le monde. Tous ceux qui aiment la politique, sachez que sans vision, sans motivation, sans rêve, il ne faut pas faire de la politique, il faut juste devenir un gestionnaire. Donc, on va parler aujourd'hui de la famille congolaise. On dit congolaise parce que c'est notre sujet, mais sachez que la famille est un élément important, est un élément essentiel qui constitue certaines choses que nous allons voir dans quelques minutes. Mais pour pouvoir donner un socle à cela, on va d'abord prendre certaines données. Et ces données vont nous servir de fil conducteur pendant la petite heure de réunion que nous allons avoir pour comprendre ce qui se passe réellement et comment on gère les choses et ce que les choses signifient derrière ces chiffres-là. Je vais vous donner quelques chiffres. On va les noter au fur et à mesure et on va voir ce que ça veut dire. La famille congolaise. Quand on dit famille congolaise, on parle hommes, femmes, enfants, personnes âgées, dans le désordre, mais vous aurez compris. Donc, si je vous dis par exemple qu'aujourd'hui, au Congo, 48% des femmes ou jeunes filles entre 15 et 19 ans sont déjà des filles mères, c'est-à-dire sont déjà enceintes. Entre 15 et 19 ans, il y a 48% des jeunes filles ou des jeunes femmes congolaises qui déjà sont mères. On aura compris que cette condition-là, cette situation-là, n'est pas faite dans les meilleures conditions. Et même à 15 ans, il est compliqué de voir comment un corps peut supporter une grossesse et ne pas être traumatisé. Parce que des fois, quand les choses sont faites trop tôt, forcément, il y a des séquelles qui sont parfois irréversibles. On rentrera dans les détails bientôt. Ça, c'est le premier chiffre. Deuxième chiffre, ce n'est pas vraiment un chiffre, c'est qu'il y a une hausse permanente depuis 3 ans du nombre d'orphelins. Majoritairement au Congo, les orphelins, c'est soit à cause du sida,
soit à cause de l'Ebola, soit à cause de la guerre, soit à cause des accidents. C'est majoritairement les raisons. Ça, c'est le deuxième chiffre qu'il faut noter, qu'il faut savoir. En même temps, il faut savoir que le taux de fertilité, c'est quoi le taux de fertilité? C'est le nombre d'enfants par famille. Le taux de fertilité au Congo, il est de 5,7 enfants par famille. Il faut savoir qu'à l'époque de l'indépendance, on était à 6. 6 enfants par famille. Pour le moment, je ne donne aucune définition, enfin aucune compréhension particulière par rapport à ces chiffres. Je veux juste donner des chiffres pour que vous compreniez qu'est-ce qu'on va essayer de comprendre et d'aborder derrière. On peut rajouter encore des choses, des informations importantes. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, sur les chiffres de 2020, au Congo, le taux de personnes âgées de plus de 65 ans, taux de personnes âgées de 65 ans, selon ce qui a été répertorié, on nous dit que c'est à peu près 3%. 3%. Donc, 3% des gens au Congo ont plus de 65 ans. Quelle en est la raison? Quelle en est l'explication? On va voir derrière qu'est-ce qui se passe. On peut encore ajouter un autre chiffre qui peut être important. La population âgée de 0 à 14 ans. C'est-à-dire que combien de Congolais, attendez, il y a des gens qui rentrent dans le Zoom, combien de Congolais sont âgés de 0 à 14 ans? C'est 45, 44, on va dire 45,6% de la population. C'est énorme. Presque la moitié de la population est âgée de 0 à 14 ans. On peut rajouter une dernière donnée qui peut peut-être être importante, c'est le taux d'accroissement de la population. Le taux d'accroissement, ça veut dire que chaque année, on voit combien la population elle a évolué selon les données qu'on peut avoir parce qu'on n'a pas accès à tous les villages. On n'a pas accès à tous les terrains. Le taux d'accroissement, à savoir l'évolution de la population, il est environ sur chaque compte qui peut être fait chaque année, il est environ de 3,1%. Je ne vais pas rentrer dans d'autres données pour ne pas être trop rébarbatif, tout ce qui va être taux de criminalité au niveau du viol, toutes ces choses-là, on va rentrer. Ces chiffres-là, nous, en tant que parti politique, nous devons les comprendre, nous devons leur donner un sens et nous devons, à partir de ces chiffres-là, réussir à bâtir ce qu'on va appeler une politique familiale. Vous suivez, ou si vous voulez, un projet de loi sur la famille. Donc avec ça, on veut construire une politique familiale ou bien faire un projet de loi sur la famille. La question que certains secrétaires nationaux ont déjà eue la semaine, donc je vais leur demander d'être un peu discret. La question est de savoir
Pas qu'est-ce que la famille, mais à quoi sert la famille? Qui peut me répondre dans ceux qui n'ont pas assisté à la réunion de mardi soir? À quoi sert la famille? Aucune idée? Comment on peut réussir à définir un projet de loi sur la famille, une politique familiale, si on ne sait pas à quoi sert la famille? Pourquoi des pays, pourquoi des États, pourquoi des empires, pourquoi des royaumes ont construit l'idée d'une politique familiale? Quel en est le but? On va essayer de gagner du temps. Ce qu'on va vous dire, ce que tout le monde va vous dire, c'est que la famille, c'est le socle de la société, c'est ce qui permet à la société de véhiculer des valeurs, de l'éthique, de la moralité, de l'éducation, et ça permet aussi de constituer une base de population, une base démographique pour que le pays avance. On va dire, c'est à ça, ça c'est la famille. Je dis oui, c'est vrai. Ça, c'est la définition de la famille. Mais ce n'est pas ma question. Ma question, c'est à quoi sert une famille? Pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un commence une famille, il devient père, il devient mère, s'ils ont des enfants demain, jamais les enfants ne vont les rattraper en âge. Toujours, si tu gagnes un statut, tu étais mon enfant, hein, hey, tu es devenu papa, bah, moi je deviens grand-papa. Tu es devenu grand-papa, bah, moi je deviens arrière-grand-père. C'est quoi cette idée que, qui existe dans chaque société humaine, que la famille est un socle? Beaucoup de gens disent la famille c'est un socle, c'est un socle, c'est un socle, c'est un socle. La question est pourquoi? À quoi sert ce socle-là? Quel en est son but? Pourquoi la famille doit-elle être un socle de quoi que ce soit, selon leur définition? Une fois que vous allez comprendre la définition, vous allez comprendre pourquoi il y a deux visions différentes et sur quoi nous allons baser notre politique familiale. La première chose, je vais plutôt vite, il faut savoir que dans la sagesse de nos cocos, comme je dis à chaque fois, allez vérifier, information, vous vérifiez, allez demander. Ne prenez pas ce que je dis comme vérité absolue. Il faut questionner, il faut aller creuser, il faut qu'on arrive à un moment à un échange franc qui permet de sortir la substantifique moelle de la vérité. Ça veut dire quoi? Selon nos sages, la famille, c'est la structure qui apporte l'abondance dans un endroit. J'ai un endroit qui s'appelle une terre, un pays, un royaume, ce que vous voulez. Ça, c'est une terre. Qu'est-ce qui va faire que cette terre-là va être abondante? C'est quoi abondance? C'est construire une vie avec avoir des enfants, construire une vie où tu vis pleinement ta vie, où tu réussis, tu t'épanouis, et puis être capable de subvenir à ses besoins. C'est ce qu'on appelle l'abondance. L'abondance, ce n'est pas accumuler des quantités de zéro sur un compte. L'abondance, c'est avoir ce qu'il faut et que ce qu'il faut puisse nourrir plus que ce qu'il en faut. C'est ça l'abondance. Quand on est dans une définition où c'est la quantité de ce que j'ai dans mon compte qui définit l'abondance, c'est ce que moi j'appelle la fausse abondance. Et on va voir comment ça se calque dans cette histoire-là de la famille. La vraie abondance, c'est j'ai ce crayon-là, bah, ce crayon-là va servir à plus de 10 générations d'étudiants. Mais c'était un crayon, maman, ça se finit quand tu écris. Ben non, quand c'est abondant, c'est illimité. Dès lors que nous sommes dans une notion limitée, à ce moment-là, ce n'est pas de l'abondance. C'est quelque chose qui a été créé par un système humain, mais pas par la sagesse de nos cocos. J'explique pourquoi.
quand il y a un espace, il y a une terre, il y a ce qu'on appelle dans la spiritualité des chaînes de transmission qui font descendre l'abondance de l'invisible élevé et limité jusqu'au visible limité. Et qu'est-ce qui fait vivre le visible limité, à savoir vous, moi, qui sommes limités? Je ne peux pas être à deux endroits en même temps. Je ne peux pas vivre plus d'un certain âge, ainsi de suite. Qu'est-ce qui fait que nous pouvons nous dépasser? C'est parce que nous allons avoir toute la notion d'illimité avec nous. Cette notion d'illimité descend par ce qu'on appelle la structure familiale. Cette structure familiale, c'est ce qui constitue la force d'un peuple. Comment je le sais? Pour ceux qui lisent la Bible, il y avait marqué quoi là-bas en Égypte? Qu'à partir du moment où les enfants d'Israël, les Hébreux ont commencé à se multiplier et qu'ils étaient nombreux, presque 6 enfants par famille, comme nous, 5 enfants, à ce moment-là, ils ont commencé à faire peur à Pharaon. Ça, c'est la petite parenthèse. Ça veut dire quoi? Sachez-le, ceux qui donnent l'abondance à un pays, ce n'est pas son PIB qu'il obtient en faisant des prêts tous les jours au marché du FMI. Ce n'est pas les entreprises qu'il crée ou les profits qu'il fait avec ces grandes firmes nationales. C'est la structure familiale, qu'on ne vous mente pas. Ils ont essayé de vous faire croire que quoi? Non, c'est la quantité d'entreprises que vous avez, la quantité de millions que vous faites qui fait que votre terre sera abondante. C'est faux. Au Congo, on a tout, non? On a l'or, on a le diamant, on a le coltan, on a le gaz, on a le pétrole, on a du bois, on a de l'eau, on a tout. Est-ce qu'il y a de l'abondance? Non. Taux de pauvreté, on ne veut même pas dire ce chiffre-là parce qu'on est à la queue des pays, même en Afrique. Alors, allez où l'abondance? Si l'abondance, elle est liée à la répercussion du matériel sur mon économie, on devrait, nous, être le pays le plus abondant. On devrait tous être là, chaque Congolais, quand il naît, 200 000 $ dans le compte, il grandit, il ne paye pas d'essence parce que l'essence, c'est gratuit, on a des blocs pétroliers, il ne paye pas le gaz c'est gratuit, on a des blocs gaziers, il ne paye pas de smartphone, pourquoi? Parce qu'on a le coltan, smartphone gratuit, et il ne paye pas de nourriture, pourquoi? Parce qu'on a 78%, 70% de terres agricoles, une nourriture gratuite, mais il ne se passe rien. Donc le premier mensonge dans lequel l'Occident nous a fait tomber, c'est de nous faire croire que l'abondance vient par le calcul économique. Je vous le dis, c'est totalement faux. Parce que même eux qui prétendent vivre dans ce système-là, c'est des pays ultra endettés. Et même les dettes qu'ils ont, ils les payent en moitié grâce à quoi? Grâce aux trésors qui viennent voler chez nous. Et qui ne nous lâchent pas avec les francs CFA, ils ne nous lâchent pas avec les accords qui avaient été signés dans la période coloniale. Il n'y a pas d'abondance en France, il n'y a pas d'abondance aux États-Unis. Tout ça, c'est du mensonge, c'est fake, comme ils disent. C'est illusoire. C'est des pays endettés. S'il y a demain une chute de boursière, ils ne tiennent plus. Pour pouvoir inventer un système d'existence, ils ont dû créer un marché virtuel qui n'existe pas. Des choses qui n'existent pas pour pouvoir feinter qu'ils sont en train de gérer des richesses. Mais je vous le dis, il n'y a pas d'abondance dans ces pays-là. Pourquoi? Parce que la politique familiale, la structure familiale a été brisée. Donc nous, nos sages nous disent, regardez, l'abondance d'une terre, d'un pays vient par sa structure familiale. Pourquoi? Parce que ce qui est envoyé depuis la partie la plus haute, l'invisible, le créateur de tout, celui qui est un, il envoie d'abord au grand-père. Le grand-père transmet cette abondance-là au père, qui lui le transmet à la mère, qui lui le transmet au fils, qui lui le transmet à la fille. C'est ça qu'on appelle la chaîne d'abondance. Sous-estimer la structure familiale, c'est mettre automatiquement son pays dans le désordre et dans une dépendance matérielle et économique qui est destructrice. Ça veut dire quoi? Le travail d'un pays qui a accompli cela, c'est de veiller jalousement à l'équilibre et au bon fonctionnement de chacun de ces rôles-là. Combien de rôles? 5 rôles. 5 rôles
qu'on appelle 5 visages, 5 Elongi. Ça, c'est une sagesse que je vous donne vite pour qu'on puisse avancer dans le débat. Ce que je vous dis là, allez vérifier. C'est la famille, c'est la structure familiale qui permet de faire descendre l'abondance dans un pays. Donc, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où je promeux l'immoralité, c'est-à-dire que vous prenez le Congo tel qu'il a existé dans son période faste et de noblesse, l'immoralité est une chose qui est proscrite. Pourquoi? Parce que le Congo le savait. Comme moi, je sais qu'il le savait. Il te dit, c'est simple. Nous voulons que cette structure-là soit reliée par le mariage traditionnel. Kinzondi. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont créé ça? Qu'est-ce que nos cocos avaient en tête pour parler de cette manière-là de s'unir? On va y arriver. Mais si on définit les choses, les grands-parents, on doit les protéger. Ils ont un rôle dans la société. Le papa aussi, la maman aussi, le fils aussi, la fille aussi. Tout cela, tous ces 5 visages-là, chaque catégorie doit être jalousement protégée. Ici, avec les grands-parents, nous avons quoi? Nos retraités. Comme je l'ai dit mardi, il faut arrêter de dire aux gens, tu touches ta retraite par rapport au temps que tu as travaillé. Quoi? C'est oublier 70% de ce qu'il est. Un ancien, un retraité, rien que parce qu'il est le témoin d'une génération passée, il est d'une richesse incroyable en termes d'expérience. Il faut que l'État puisse pouvoir donner à chaque retraité, rien que parce qu'il participe à cette chaîne-là, rien que parce qu'il est un élément du passé, rien que parce qu'il va donner du temps à tout le monde et construire les choses avec eux, avec conseil, rien que parce qu'il a un âge où on l'appelle sage. Tu dépasses 60 ans, ce n'est pas la même chose. Lui, il faut lui faire quoi? Un exemple, ce n'est pas les chiffres qui sont définitifs. L'État pourvoit à $1 000 de pension parce que tu as cet âge-là. Et puis à ça, sera rajouté, si tu as travaillé dans ta vie et qu'il y a un système de retraite qui fait que tu es payé 60%, 70% du salaire majoritaire que tu as eu, on rajoute ça sur les 1000. Mais chaque personne retraitée doit pouvoir avoir de l'argent et un soutien de l'État. Pourquoi? Parce que ça permettra à sa famille de le garder à côté. Pas de le mettre à un endroit où il se retrouvera seul. Le père, il sert à quoi? Le père, il est là pour transmettre l'éducation, la moralité, l'éthique. De nos jours, s'il n'y a pas de pères qui occupent leur rôle, il se passe quoi? On fait des générations où les filles se retrouvent mères à 15 ans. Et on a 48%. 48%. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que tu marches dans les rues. Oh, une fille, 2 filles, elle est mère. Une fille, 2 filles, elle est mère. 50% des filles de 15 à 19 ans sont déjà mères. Toutes les 2 filles, il y a déjà une fille qui est mère. Tu vois une fille passer, la deuxième, tu es sûr qu'elle est mère. Une fille passer, c'est incroyable. Rendez-vous compte du nombre de millions de personnes qui se retrouvent livrées à elles-mêmes parce que la personne qui a géré cette relation, elle n'a pas été cadrée par l'éthique, la moralité, l'éducation pourvue par un père. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Dans un projet de loi familiale à la congolaise, il faut donner au papa le temps d'éduquer. Ce n'est pas à l'État d'éduquer l'enfant. L'État est là pour enseigner. C'est d'ailleurs pour ça, vous verrez, dans les pays occidentaux, on t'a appris l'éducation. On dit comme ça, tu vas pouvoir aller travailler parce que l'économie, en fait, ce n'est pas ta famille. L'économie, c'est l'entreprise. Nous, on dit le contraire. L'économie, c'est la famille. C'est la famille qui apporte l'abondance dans le pays. Donc, si l'économie, c'est la famille, à ce moment-là, je fais tout pour que la famille soit stable, soit équilibrée, soit abondante. Donc, il faut laisser au papa le temps de faire l'éducation. Et s'ils ne le savent pas, on leur apprend. Selon quoi? Selon la tradition de nos cocos. C'est quoi un papa? C'est un modèle d'exemplarité.
Il montre à l'enfant le chemin à suivre. Combien il montre à lui, celui qu'on appelle le fils, comment on devient un papa demain. C'est quoi un homme? C'est quoi la responsabilité? C'est quoi le respect qu'il faut offrir à la mère? C'est quoi le respect qu'il faut offrir à ses enfants? C'est quoi la solidité morale, mentale qu'il faut donner dans une maison avec une propriété morale impeccable? C'est à l'État d'aider les pères d'être comme ça. Comment? En faisant en sorte que la tradition soit présente dans les lois familiales. Donc le père, il est le garant de quoi? De l'éthique, de la morale. Et que par la sagesse. La mère, c'est la transmission de la tradition. La mère, c'est elle, quand l'enfant est encore à 2-3 ans, qu'il soit fille ou garçon, tu sais, ah, tout ça, nous, on fait comme ça, on mange comme ça, on s'habille comme ça, mais non, c'est comme ça, on fait ci comme ça. C'est elle qui doit transmettre une tradition qui est écrite, une tradition qui est exploitée, une tradition qui est enseignée, une tradition qui est transmise. C'est à la mère parce que c'est elle qui a le premier contact avec l'enfant. Et les premiers aspects, les premiers goûts qu'on a avec la tradition, c'est quand on arrive à faire quoi? À comprendre comment nous vivons les choses, nous, les Congolais. Donc la mère, elle, c'est la garante de la transmission de la tradition. Par exemple, transmission de la tradition. Par exemple, ma fille, regarde, tu sais, si tu peux avoir tes amours, tu peux tomber amoureuse, mais il faut te marier selon la tradition de nos cocos. Il faut que la famille vienne nous voir. Pourquoi c'est important? Juste parce que chaque jeune fille congolaise comprendra à quel point sa place est de choix. J'expliquerai pourquoi. Après, le garçon, c'est simple. Son but, c'est de devenir comme son père. Je n'ai pas dit qu'il devienne la pâle copie en imitant exactement ce que ce père fait. Non, qu'il devienne demain un père de famille responsable, qui soit dans une option, une vision, une agrégation de force morale, éthique, mentale même, qui permettent à ce que lui aussi, il soit un pilier pour sa famille. Comment il le fait? Il reçoit par la maman, il reçoit par le papa, il reçoit par le grand-père, et il se responsabilise. Il franchit, selon la tradition, des paliers qui vont le rendre mature. Et croyez-moi, à 13 ans, un enfant, fille ou garçon, est mature. Il ne faut pas attendre 18 ans, c'est trop tard. Il ne faut pas attendre 21 ans, c'est trop tard. Parce qu'à 13 ans, toutes les idées les plus bizarres sont déjà faites. À 13 ans, toutes les idées les plus bonnes sont déjà faites. Donc, si tu rates cet âge-là, c'est fini. C'est pour ça que vous voyez, c'est à 15 ans que les filles commencent à être filles-mères. Ça n'a rien à voir avec 18 ans. 18 ans, c'est déjà trop tard. Là-bas, on est en train de récupérer des restes. Si on veut construire les choses, il faut que cela soit constitué avant l'âge de 13 ou 12 ans. Tout ça, je peux expliquer pourquoi, mais on essaie d'aller vite. La jeune fille, c'est quoi? C'est pareil. La jeune fille, c'est quoi? C'est pareil. Le but, c'est de ressembler à sa mère, d'être dans un majeur de transmission. Ah, maintenant, j'entends les questions. Ah, mais qu'est-ce que nous, on va dire par rapport au couple homosexuel? Qu'est-ce que nous, on va dire par rapport au transgenre? Qu'est-ce que nous, on va dire par rapport au couple femme-femme, homme-homme? La réponse, c'est simple. Ici, il n'y a aucun jugement de valeur. Il y a un choix sociétal d'un pays. S'il y a des personnes qui vivent leur vie d'une certaine manière, le minimum qu'un État doit faire, c'est d'assurer leur protection, qu'ils puissent vivre en paix, sans être jugés, sans être moqués, sans être tués, sans être battus. On ne laissera jamais cela se passer, sans être considérés comme je ne sais quoi, des animaux, je ne sais quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'on fera de ce comportement-là, ce choix de vie-là, de cette orientation-là, un pilier de la tradition. La tradition, elle est là pour inclure tout le monde, chacun, dans le choix de vie qu'il a. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir une ligne directrice qui, pour nous, est la clé de voûte d'une fondation qu'on appelle l'abondance. Regardez comment la cellule familiale a explosé dans les pays soi-disant développés. Parlons concrètement. C'était moi un pays développé qui est réellement développé sur ses propres deniers, sur ses propres moyens, qui n'a pas fait de guerre pour avoir l'argent des autres, qui n'a pas fait de guerre pour avoir
le diamant des autres, qui n'a pas fait de guerre pour vendre les armes aux autres, qui n'a pas fait de bourse pour prendre l'argent des autres. Citez-moi un pays, un seul. Tous ces pays-là qui disent aujourd'hui que la famille, c'est je choisis mon orientation sexuelle, je choisis même le sexe que je veux être. Je suis né garçon, je vais devenir fille à 13 ans. Dites-moi, elle est où leur abondance? Comme je le dis, je répète, ce n'est un discours de haine contre personne. C'est comment on bâtit une société pour qu'elle soit réellement bénie par la tradition, par les ancêtres, par ceux que les autres ils vont appeler Dieu. Appelez-le comme vous voulez. Ce que je vous dis juste qu'il y a une sagesse qui est claire. S'il y a eu à un moment cette nécessité de créer la population, le peuplement, la démographie par l'union homme, femme, enfant, enfant, homme, femme, enfant, enfant, grands-parents, c'est qu'il y a un secret derrière qu'on appelle l'abondance. C'est quoi l'abondance? Pour moi, c'est le vrai PIB. Et vous voulez voir un exemple d'abondance pour vous montrer comment c'est opposé? Il y en a qui te disent l'abondance, c'est parce qu'ils vont avoir dans leur pays des sociétés comme McDonald's, Starbucks, Google, Facebook, Apple, qui font des milliards. D'accord? Si vous faites des milliards, alors comment ça se fait que vous êtes endetté? Je ne comprends pas la logique. Si tu fais des milliards, vraiment, tout est développé, pourquoi vous êtes endetté? Pourquoi il y a des dettes? Vous avez des dettes. En plus, ce n'est pas des petites dettes. Dettes de 4 billions, 4 trillions. C'est quoi ces dettes? Et tous les jours, comme ça, bon, on va prêter 10 milliards, boum. Pourquoi? Pour payer les administrateurs. C'est ça l'abondance. Il n'y a pas d'abondance. Mais regardez, par exemple, au Congo, le salaire moyen, on va dire, non, même pas. 10 dollars, salaire moyen, 10 dollars par mois. Mais tu vois, il y a 5 enfants par famille. Mais comment t'expliques? C'est pas logique. Ça peut pas marcher. Comment tu peux, avec 10 dollars en moyenne, on va dire, on va être très, très large. Comment tu peux, avec un salaire de 100 000 francs congolais, hein, comment tu peux arriver à survivre avec 5 enfants, 6 enfants à la maison? Comment tu peux survivre quand tu as une guerre à l'Est depuis plus de 20 ans, quand tu as le sida, l'Ebola, la malaria, et en plus de ça, tu n'as pas à manger, en plus de ça, on t'envoie le coronavirus, et en plus de ça, comment tu survis? Et en plus de ça, c'est pas fini. On te met des responsables politiques qui prennent plus d'argent que d'autres. C'est encore si, on dit, si encore, au lieu de toucher un gros montant, genre 2 millions de salaires, comme j'ai vu les chiffres circuler, supposons que c'est réel. Mais avec 2 millions, bah, si tu partages ton salaire, tu es un président bien payé, mets 100 000 dollars, prends 1,9 million et donne 100 dollars, 100 dollars, 100 dollars pour payer les écoles. Mais même ça, ce n'est pas fait. Mais malgré ça, les gens, ils sont debout, ils font des enfants, ils sont heureux, parce que des fois, la diaspora, on abuse. On a tendance à dire, non, au Congo là-bas, non, moi j'étais au Congo, les gens, ils sont pas tristes comme vous pensez, hein. Ils font leur vie. Ils font leur vie, tac, tac, ils s'en sortent. Mais je vous dis, ce n'est pas normal, c'est presque miraculeux. Ce n'est pas un mot qui est adapté à la politique, parce qu'il faut tout expliquer de manière logique. Ce n'est pas logique. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a une chose qui nous sauve, la cellule familiale. Et le respect qu'on a les uns pour les autres selon le catégorie qu'on a. Citez-moi des pays où, quand quelqu'un est mon aîné, je mets Ya. Je l'appelle Ya avant de l'appeler. Je ne l'appelle pas par son nom. C'est quoi ce respect? D'où ça nous vient? C'est ce code d'honneur de la famille que je ne peux pas interpeller mon aîné par son prénom. On arrive en France, au début, tu as un peu la bouche lourde. Tu n'oses pas appeler. Après, l'habitude, elle rentre. Tu appelles ton hey, viens ici, papa. Non, même pas papa, viens ici, Jean. Hey. Alors que comment là-bas, tu disais papa Jean, ou ya Jean. Là, ça devient appelle-moi Jean comme ça. C'est parce qu'on a une force dans la tradition familiale. C'est pour ça qu'on survit. Donc, ça va consister en quoi? Le projet de loi familiale. Ça va consister en quoi?
la politique familiale? C'est d'abord protéger jalousement chacune de ces catégories et faire en sorte que chaque mal qui frappe une de ces catégories soit annihilé. C'est le travail de l'État de protéger chaque catégorie d'âge, chaque niveau d'âge, chaque niveau de vie, en sachant que cette partie-ci qu'on appelle la jeune fille, c'est elle qui est la dernière structure qui réellement fait descendre les choses dans le pays. Pourquoi ça? J'expliquerai pour ceux qui seront avec nous dans l'écriture de la tradition. Donc, basé sur ça, ce que je veux dire, c'est plutôt simple. Aujourd'hui, les gens ont peur. Les gens ont peur de penser différemment. Les gens ont peur de penser différemment, même quand c'est des modes de vie, des modes de pensée qui appartiennent à leurs ancêtres. On était dans un empire florissant. Congo, c'était un empire florissant. À partir du moment où ils ont adopté certains modes de vie, de compréhension de vie qui n'étaient pas les nôtres, notamment certains qui te disent non, en fait, un homme n'est pas fait pour se marier. Un homme doit être célibataire. Ah bon? Qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'on est des bons croyants. On a voulu faire pareil. Et après, on découvre que ceux qui nous ont enseigné ça, ça devient des pédophiles, ça devient des violeurs, ça viole les nonnes. Mais c'est quoi? Ah, tu m'enseignes quoi, en fait? Tu me parles des choses qui étaient contraires à ma tradition. Ma tradition me dit, va, prends une femme du village et épouse-la. Tu dis, non, c'est fini, il n'y a pas besoin. Ah non, c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, dès le départ, tu as un plan contre ma société. Tu sais très bien tout ça. Je vous dis, les sociétés qui sont venues nous coloniser, ça, ils le savent. Ne croyez pas qu'ils sont dénués de compréhension et de connaissance de la cellule. Ils savent très bien ce que c'est. Et le fait de vouloir la détruire est un désir sciemment pensé, sciemment jaugé, sciemment voulu. Ne croyez pas que c'est parce qu'ils ont un manque de connaissances. Non, ils savent très bien. C'est pour ça que vous verrez, il y a des courants de pensée qui préparent les mutations sociétales de demain. Je vous le dis par exemple, les lois sur le mariage homosexuel en France qui ont été votées en 2017, bah, c'était discuté il y a 30 ans déjà. Dans les loges maçonniques, ils en discutaient. Ils disaient, il faudra qu'on arrive à un moment à faire imposer ça dans la société. Parce que c'est ça l'évolution qu'on veut avoir. Je ne suis pas là pour les juger, c'est leur droit, mais pas au Congo. S'il vous plaît, faites ça chez vous si vous voulez, vous avez le droit. D'où la force du président Macky Sall. Des fois, quand les gens font bien les choses, il faut bien le dire. Et c'est toujours fait sans haine, sans jugement. Emmanuel Macron, président de la France, visite le Sénégal. Et il dit quoi à Macky Sall? Il dit, vous devriez quand même considérer le fait qu'il va falloir accorder un statut familial aux gens qui décident d'avoir un couple homoparental. Macky Sall lui dit, merci, mais ce n'est pas chez nous ça. C'est bien, tu m'as conseillé, mais ce n'est pas chez nous. C'est pas chez nous. Regardez la tête de Macron. Parce qu'il a eu le courage de dire, regarde, aujourd'hui, on n'est plus les petits colonisés, les petits esclavagisés, où on doit entendre ce que vous nous dites. La période âge d'or, elle est passée. On voit tous que vous êtes dépassés. Même pour vos élections, vous venez chez nous prendre un peu d'aide financière. Donc, en fait, vous n'avez rien réussi à construire. Nous, on est là, on croit à nos vieilles recettes. On est tolérant, parce que je vous dis, j'étais au Sénégal, c'est un pays tolérant. Ne croyez pas que là-bas, avoir une orientation sexuelle autre, ça t'expose à une vie impossible. Non, les gens font leur choix. Ils respectent le fait que ce pays-là, ce n'est pas la tradition. C'est ce courage-là qu'on doit avoir. Parce que la politique familiale aujourd'hui, au Congo, c'est en fait le bras armé de la tradition. La tradition commence par la famille. S'il n'y a pas la famille qui reçoit cette tradition, qui la vit pleinement,
qui la transmet pleinement. S'il n'y a pas ça, c'est peine perdue. On n'avancera nulle part. Et qu'est-ce qui se joue derrière? C'est l'abondance qui va venir s'abattre sur le pays. J'entends certains me demander, comment, c'est quoi le lien entre l'abondance et la famille? Pourquoi en fait, parce que j'ai de la famille, je vais avoir de l'abondance? Je fais une petite parenthèse traditionnaliste, spirituelle, pour que les gens comprennent. Sachez une chose. Sachez que 5 visages ou 5 Elongiwana, c'est quand on essaie de se connecter au créateur de tout. C'est-à-dire vraiment celui qui a créé tout. On n'est pas dans des noms, dans des prénoms, c'est l'impossibilité, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas nommer. Il y a des étapes qui connectent toute chose qui a été créée par lui à lui. Ces étapes-là sont au nombre de 5. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans une société, chaque figure, chaque personne, chaque catégorie d'âge représente cette étape-là. Il n'y a pas une catégorie inutile. Chaque catégorie vient apporter une complémentarité pour que cette connexion se fasse pleinement. Les sociétés où on te dit, Mathis, les filles ne servent à rien, vous n'avez rien compris. Les sociétés qui te disent, non, les jeunes garçons, c'est fini, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas d'espoir, ils n'ont rien compris. Les sociétés où les mères sont mises de côté, battues, maltraitées ou mises sur le banc de la société, n'ont rien compris. Les sociétés où les pères ne sont plus des pères parce qu'on leur dit, c'est pas grave, ils n'ont rien compris. Et les sociétés où on cache ces personnes âgées, ils n'ont rien compris. Donc, dans notre loi familiale, notre projet de famille, c'est toute la structure d'abondance que nous voulons illimitée pour le Congo qui va se jouer. Il faudra que chacun puisse comprendre que son rôle est important, que l'État l'accompagne dans ce rôle et qu'on va aider, on va avancer. Donc, il faudra répondre. Le travail est colossal. Je ne peux pas tout aborder. Il y a, comme on a vu, il y a les orphelins, il y a les filles mères, il y a les personnes âgées, il y a les retraites, il y a le temps d'éducation, le temps parental qu'il faut accorder au papa et à la maman. Il y a l'éducation des jeunes garçons dans la manière de se comporter, de devenir demain un être responsable. Il y a l'éducation de la jeune fille dans la manière d'être quelqu'un qui va tenir la pureté familiale, le planning familial. Toutes ces choses-là, c'est ce qui va constituer la racine, le socle du projet sociétal que nous avons. Parce que ceux qui vont vivre nos politiques, ce sont forcément des membres d'une famille. Donc, c'est à nous de redonner les lettres de noblesse à ce qu'on appelle la famille. Et à partir du moment où on se rend compte de ça, vous verrez une chose, la société sera en paix. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on se rend compte que chaque être de la société est important et que si une manque ou une est attaquée de manière violente, c'est tout le monde qui paye. À ce moment-là, vous verrez que les transgressions concernant la famille, concernant l'humain, concernant l'alter ego, seront de moins en moins. Parce que l'abondance étant réellement là, on n'a plus besoin de chercher qui a plus pour pouvoir manger sur son dos. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Maintenant, j'écoute vos questions s'il y a des questions. Oui, Papa Coco, tu as des questions? Je vais essayer un peu de... Je ne sais pas si c'est une question, mais je vais réfléchir à toi. Oui. Président, si ce que vous venez de dire là, je pense que c'est une bonne chose, mais est-ce qu'il y a moyen, avec le monde d'aujourd'hui, est-ce que ça va tenir? Pourquoi? Parce que moi, je sais, quand nous, on grandissait, le soir, des fois, on se mettait, papa vous relate comment l'histoire en Mboka, tout ça là. Non, il vous donne des histoires, tout ça, il vous relate tout. Beaucoup des histoires en Mboka, tu vois, en gros, na ba réunion, na butu, fandi, avec ça, mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, na vitesse, il y a des téléphones, tout ça là,
les familles ne sont plus concentrées, donc ils ne sont plus unis ensemble. Je ne sais pas si cette méthode, ça va vraiment tenir, je ne sais pas. Du moins, si tradition boye, on attache ça, la branche éducation à niveau école, comme ça, à niveau école, les enfants vont apprendre des traditions, na biso mobima niveau école, là, je ne sais pas, bon, parce qu'à la maison, d'abord les parents, il n'y a pas de moyens, c'est tout le monde qui est dépassé avec des problèmes, tout cela, ils n'ont plus le temps pour les enfants. Et maintenant, quand est-ce qu'ils auront le temps pour éduquer les enfants, les apprendre la tradition? Parce que nous, à l'époque, quand même, la vie était bonne. Vous êtes là avec papa le soir, il vous relate, vous savez, à notre moka, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, ça ne se fait plus. Maintenant, je ne sais pas si ça va, quelle sera la méthode pour que na niveau famille les cas bien. Merci, Papa Coco. C'est une très, très bonne question. Comme je dit, il y a deux choses. La première, c'est d'abord ne pas avoir peur. Quand je dis ne pas avoir peur, c'est ne pas partir avec une mentalité défaitiste. Même si ce n'est pas la clé de la réponse, mais c'est important d'avoir une mentalité qui n'est pas défaitiste. Parce qu'à partir du moment où tu réfléchis avec une option et une obligation de réussite, les idées qui te viennent aussi viennent d'une autre manière, viennent avec une autre efficacité. À partir du moment où tu pars un peu défaitiste, tu n'auras pas l'intuition, l'idée, la mise en place qui serait efficace. Je donne un exemple. Aujourd'hui, les populations vivent au rythme de l'État. Ce que l'État dit définit le comportement sociétal, définit le comportement de chaque membre de la famille. Si demain, l'État met la tradition au cœur de la vie étatique, à savoir les écoles qui enseignent la tradition, et qu'on ne parle pas de, sans manquer de respect, hein, on ne parle pas de petites histoires à la fin de la journée. Quand je dis qu'il faut l'écrire, les gens, je pense, vous n'imaginez pas le travail que c'est que d'écrire cette tradition-là basée sur 6 ordres comme ça a été donné à Adam. Il faut comprendre que c'est colossal. Ça veut dire que étudier cela, c'est le travail de toute une vie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ta tradition, ta transmission, c'est la priorité de ta vie. Si l'État le met en avant en disant aujourd'hui, nos écoles contribuent aussi à fournir ces informations que vous-même fournissez aussi à votre maison. Aujourd'hui, toute personne qui va sur ce chemin-là est soutenue et financée et aidée dans la structuration de ce cheminement-là, et on lui accorde du temps familial. Aujourd'hui, l'État met en priorité cela. Aujourd'hui, si vous regardez, quelle est la priorité de l'État congolais? Si je vous le demande, vous ne savez même pas. On ne sait pas c'est quoi la priorité de l'État. C'est juste gérer ce qu'il y a au quotidien. Quand on te dit qu'une priorité de l'État, c'est quelque chose, c'est-à-dire que l'État met beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, beaucoup de situations pour que cela se fasse. Il faut réussir à un moment à comprendre que dans la manière de vivre cette tradition-là, on doit réussir à créer du temps de vivre ensemble. Ce temps-là, avec tout le respect que je dois à tout le monde, il faudra d'une manière ou d'une autre l'imposer. Si tu ne l'imposes pas, s'il n'y a pas un temps où les gens sont ensemble, ils ne sont jamais ensemble. De tous les jours, lui, papa, grand-père, il est bilanga, il est dans les champs. Papa est au boulot, maman, elle est dans les courses. Lui, là, il est parti en Uganda, elle est pas. Et tous les jours de la semaine, c'est comme ça. Tu n'y arriveras pas. Il faut construire dans la société un temps où les gens se retrouvent. Pas que le dîner le soir. Il faut un temps. Et ce temps-là, j'en parlerai avec les gens qui sont dans la construction de la tradition. On garde encore un peu ça secret pour nous parce qu'on a des plans. Mais ça sera fait intelligemment. Quand je parle d'imposer, ce n'est pas d'imposer par la force, que Dieu préserve, ou que ce soit par la violence. Non, c'est-à-dire qu'à un moment, tu amènes les gens à comprendre l'essentialité de ce temps-là de passer en famille. De comprendre qu'il y a
le travail pour ceux qui veulent travailler, il y a l'étude pour ceux qui veulent étudier, il y a l'approfondissement de la tradition pour ceux qui veulent apprendre la tradition, mais il y a un temps qui est au-dessus de tout ça, c'est le temps que tu passes avec ta cellule familiale. Et ce temps-là, il faut lui accorder une place centrale, une place importante. Et vous verrez comment on va faire. J'espère que j'ai répondu à ta question. Président, Oui. moi, je vois qu'on aura vraiment un grand travail. Pourquoi? Parce qu'on doit d'abord commencer à stabiliser, à remettre la valeur là de parents auprès des enfants. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si nos parents ne sont plus considérés, pourquoi? À cause de la pauvreté. Vous imaginez un enfant qui se prend en charge lui-même et puis un parent, tu viens, tu lui dis que non, je vous impose ceci, c'est pratiquement impossible. Elle ne va pas obéir, il ne va pas obéir. Pourquoi? Parce qu'il fait tout lui-même. Tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que le parent impose, j'ai dit que c'est l'État. Oui, même président, même l'État, si l'État va imposer, maintenant les parents qui n'ont pas de possibilités, les enfants se prennent eux-mêmes en charge. Comment ça va fonctionner? C'est que on va commencer d'abord. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Dis-moi ce que tu comprends quand je dis que l'État impose. Qu'est-ce que tu comprends, toi? Imposer, quand vous parlez de l'imposition de l'État, je ne sais pas dans quel sens. Voilà, c'est ça que je dis. Comme tu n'as pas compris, tu réagis sur un truc que tu n'as pas compris. Viens déjà, on comprend la chose ensemble. C'est quoi un État qui impose pour toi? Bon, l'État va imposer des choses par rapport aux lois qu'il va établir, par rapport à la loi qui va mettre ces lois-là qui va imposer la population, imposer tout le monde. Ah, donc ça veut dire que si tu ne respectes pas ce que l'État impose, tu es hors la loi. Mais oui, maintenant, on doit faire face à l'État qui est responsable parce que si l'État n'est pas responsable, j'explique, l'État, si nous sommes face à un État qui n'est pas responsable, ça sera difficile que ces lois puissent être obéies aujourd'hui, même comme exemple. À la tête de l'État, on est des irresponsables, c'est ce que tu dis? Pardon? Donc toi et moi, à la tête de l'État, on sera des irresponsables, c'est ce que tu dis? Non, ce n'est pas ça que je dis. Je dis par rapport à la réalité d'aujourd'hui Moi, et je par parle pas rapport de à la ce réalité que nous allons d'aujourd'hui. faire. Je ne parle pas de la réalité, je parle de ce que je vais faire moi. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas mes affaires. Oui, c'est ça que je dis que nous aurons une tâche vraiment très lourde à réaliser parce que Ah, nous donc sommes dans un état vraiment c'est bizarre maintenant que tu aujourd'hui. ouvres les yeux, toi? Pardon, président. C'est maintenant que tu ouvres les yeux que la tâche, elle est lourde. Ça fait 4 mois que je m'égosie à dire c'est ça, ils ont ma casse. Toi, tous les jours aujourd'hui. Hey, ce qu'on dit là aujourd'hui, on est dans les campagnes tradition de la famille. C'est pas parce que vous avez bien dit que la famille, c'est ça la base de toutes choses. Donc, c'est pas quelque chose de moindre. Donc, par rapport à ça, je vu que nous, on a un grand travail parce que si on réussit la famille, c'est fini, on décolle avec tout le monde. Mais si la famille n'est pas, on ne réussit pas la famille, ça sera compliqué. Donc, c'est vraiment une tâche qui est très, très, très lourde. C'est pour Par ça rapport à ça. que ce que je dis, c'est de faire comprendre que tu ne peux pas réussir cette mutation-là si tu n'es pas à la tête de l'État. C'est impossible. Parce que je vais donner un exemple très bête. Il y a une histoire qui est connue pour ceux qui étudient et qui approfondissent un peu la spiritualité. L'histoire de Pharaon. Pharaon, il avait mis en esclavage les Hébreux. OK. Il dit maintenant, lui, son but était de les faire bosser tous les jours. Tu es esclave, je te fais bosser. Du dimanche au dimanche, tu bosses. OK. Maintenant, il y a Moïse qui vient. Il lui dit, regarde, c'est pas comme ça qu'on fait avec les gens. Il faut donner un jour de repos. Il dit, ah bon, comment ça? Il fait, tu vas voir que si tu leur donnes un jour de repos, où ils se retrouvent en famille, ce que tu veux qu'ils fassent pour toi, construire tes villes et tes refuges, ils le feront plus rapidement. Donc là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'il y a un jour de repos qui doit être choisi et imposé. Ça n'existe pas, les gens qui travaillent 7 jours sur 7. Il n'y a que dans les pays occidentaux où on a brisé la cellule familiale que les gens se battent pour avoir 7 jours de travail. Une société qui est consciente, une société où l'État arrive à mettre en place ce qu'il faut pour qu'il y ait
un jour de repos. Ce jour de repos-là, je ne peux en parler qu'avec des gens qui maîtrisent la sagesse. Parce que si j'en parle ici, je ne sais pas qui comprend quoi, ça sera hors sujet. Mais vous verrez, il y aura des lois qui vont sortir automatiquement pour structurer cette famille-là qui diront, voilà, à partir de maintenant, tel jour, pas de travail. Tu fais ce que tu veux pour que tu ouvres, il faut vraiment que tu nous prouves que ça ne va pas endommager ça. Si ça endommage, pas de travail. Tout le monde repos. Ça veut dire quoi? La construction familiale, elle n'a pas besoin d'être faite tous les soirs après le dîner. On a besoin d'un jour de repos. Ce jour-là, c'est un jour où on structure le vécu de la tradition au sein de la famille, la compréhension de la tradition au sein de la famille, le temps, l'échange dans la famille et entre familles. Tu fais ça une fois par semaine, je te garantis que la société, elle rentre avec une compréhension de ce que c'est que la cellule familiale. Parce que le temps de famille, ça veut dire qu'à un moment, nous, on a grandi dans une génération où ça n'existe pas que tu ne manges pas à table. Ça n'existe pas que tu vas manger dans la chambre. Non, 20 heures, à table, tu manges, tu raccroches, tu fais ce que tu veux. Donc ça, c'est des choses très profondes qui sont beaucoup liées au secrétaire d'État, liées à la tradition. Et ça, on le fera bientôt. Vous aurez les nouvelles, mais on garde un peu dans les poches. Oui, papa Jean-Michel. Oui, bonsoir tout le monde. Merci pour la parole. Bon, finalement, j'ai compris parce que au début, là, j'avais des difficultés pour comprendre ce que vous appeliez abondance. Hein, parce que, bon, toute la difficulté aussi, hein, vous nous avez trouvé, comme on dit, des arbres qui existent déjà dans une forme avec tout ce que nous avons reçu, parce que c'est pratiquement tout un nouveau paradigme, toute une façon de réfléchir. Voilà, c'est véritablement un grand travail pour que nous puissions quitter tout ce que nous avons reçu comme réflexion, comme compréhension, pour aller dans un autre sens. Et voilà, c'est pourquoi véritablement il faut pour atteindre cet objectif noble de changement dans notre pays. En fait, j'avais des difficultés pour comprendre ce que vous appelez abondance, parce que bon, nous on sait, même dans la Bible, il y a des promesses qui sont liées par rapport à l'abondance. Si tu fais ceci et tout ça, par exemple, on parle de la dîme, et voilà, celui qui donne la dîme, il sera dans l'abondance. Celui qui, bon, aujourd'hui, dans le monde moderne, on sait que lorsqu'on a ramassé tout ce qu'on peut avoir, hein, des richesses sur le plan individuel, évidemment, on peut vivre dans l'abondance lorsqu'on a des voitures, lorsqu'on a des maisons, lorsqu'on a autant en banque. On est dans l'abondance. C'est le langage de tout le monde. Maintenant, aujourd'hui, ce que je viens de comprendre, heureusement à la fin, si je suis à côté, je voudrais que vous puissiez me ramener par rapport à ce que, par rapport à votre vision, par rapport à la philosophie, sachant surtout que la famille, évidemment, c'est le socle. Tout part de la famille. Et si, évidemment, on réussit à remettre ces paradigmes-là, en tout cas, ça sera vraiment une bonne chose. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'une très bonne politique familiale consiste d'abord à restructurer cette famille-là, que nous appelons socle d'une société. Savoir remettre parce qu'en fait, la famille, elle est là aussi pour pérenniser, non seulement pour se multiplier, mais aussi, voilà, par exemple, pour chaque famille, il faut des enfants, des cocos, la famille qui se renouvelle en même temps. Partant d'un coco, il faut que la famille puisse demeurer, ce que je voulais dire. Mais maintenant,
pour qu'on puisse véritablement parler de l'abondance selon Imperium, selon la vision d'Imperium, selon la philosophie d'Imperium, il ne faut pas qu'on regarde ce que nous vivons aujourd'hui dans le monde. Il faut que nous commencions par le socle de la famille. Parce qu'aujourd'hui, la vérité, c'est que les familles, le président l'a décrit. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui comme famille? Moi, je vais partager avec vous un exemple, une famille que je connais ici, 2 hommes qui sont mariés. Et malheureusement, ils sont parmi les pionniers qui ont voulu aussi avoir des enfants. Ces 2 hommes-là. Bon, comme ici en Israël, la loi jusque-là n'autorisait pas de mères porteuses. Ils sont partis aux États-Unis. Ils ont amené 2 jumeaux. Ils ont fait avec toute la technologie actuelle. Ils ont obtenu 2 jumeaux comme ils voulaient, une petite fille, un petit garçon. Mais tout ce qui ressort, parce que je connais au fait la sœur jumelle de celui qui s'appelle épouse dans le couple. 2 hommes. Ils sont malheureux parce que d'abord les 2 hommes, tout le temps ils sont partants. Ce sont 2 jeunes gens. Ils n'ont pas encore atteint l'âge de 30 ans. Tout le temps ils sont partants. Ils ne sont pas à la maison. Et c'est chaque jour qu'ils cherchent des gens pour venir s'occuper de ces enfants-là. Et même la sœur que je connais, la sœur jumelle de l'autre, a pitié. Même si la famille s'organise pour manifester de l'amour, mais sur le plan intérieur, lorsque vous parlez avec les membres de la famille, surtout les parents, ils sont malheureux. Vous voyez, donc les familles aujourd'hui, en fait, les messages que j'ai compris, c'est qu'aujourd'hui, les familles sont décomposées. Les familles n'ont plus véritablement ce qu'elles devraient être, parlant du socle dans une société. Alors, l'abondance, c'est commencer d'abord par définir une bonne politique familiale. Il faut structurer, savoir placer l'arbre généalogique de la famille, chaque niveau grands-parents, et définir le rôle de chacun et que chacun puisse véritablement accomplir loyalement son travail. Maintenant, l'abondance viendra de la production, parce que bon, le président a parlé du PIB. PIB, bon, si on retient seulement PIB, c'est la production intérieure brute par habitant. C'est ça la définition. Maintenant, la définition du PIB prendra son sens lorsqu'une famille véritablement structurée, et cette famille structurée, ça sera même une famille saine. Parce que saine, ça veut dire qu'une famille pure. Une famille pure, c'est une famille qui répond aux normes. Il y a beaucoup. C'est-à-dire que grand-père a joué rôle naé, papa a joué rôle naé, maman a joué rôle naé, bana bazali kobotama. Dans l'ordre établi, nous voyons déjà que la famille est pure, voyez-vous, et le travail produit, parce que PIB, nous devons garder la notion du PIB, mais la seule différence, c'est que PIB haut et Imperium, c'est le PIB produit par une famille structurée, une famille structurée, parce que bon, voilà, le président parlait par exemple, des taux de mortalité, filles mères, tout ça et tout ça. C'est-à-dire que lorsqu'on a fait cette bonne politique, on a structuré cela, on n'aura pas des filles mères en dehors du mariage, parce qu'il y a des perditions aussi. Il y a des perditions aussi lorsque par exemple, voilà, les filles se marient en désordre, par exemple, bon, parce que ce n'est même pas les mariages, ils sont engrossés en désordre. À un moment donné, celui qui a engrossé, il fuit sa responsabilité. Et c'est comme ça même qu'aujourd'hui, nous parlons même des enfants koulouna, des criminalités, et tout ça, et tout vient se met ensemble. Alors là, c'est vraiment désorganisé au point que voilà, même le travail que chaque enfant qui est né dans une structure bien planifiée
ne sera plus capable de produire ce travail-là. Il sera, par contre, à cause de la sous fardeau pour l'État au lieu qu'il y ait des moutons à produire. Voilà, c'est ce que je disais, que c'est à la fin que j'ai compris, parce que jusqu'au début, j'avais vraiment des difficultés. Il y a pour comprendre qu'est-ce que vous parlez de l'abondance, parce que j'aurais voulu que vous me donniez un exemple palpable de l'abondance, mais c'est à la fin que j'ai compris que, effectivement, l'abondance, c'est le résultat produit par une famille structurée qui répond à une très bonne politique familiale et mise en place par Imperium. Si je suis à côté, vous pouvez me ramener, Président. Merci. Merci beaucoup, Papa Jean-Michel. Non, tu es parfaitement dedans. Tu as bien fait même de résumer cela comme ça pour que, parce que moi, des fois, je pars dans mes enflammés lyriques et j'oublie que peut-être qu'il faut un peu répéter certaines notions pour qu'elles soient bien acquises, mais c'est exactement ça. C'est pour ça que dès le départ, j'ai essayé de dire une chose très simple, c'est de dire comment on définit l'abondance. Que l'abondance, ce n'est pas le nombre de zéros sur un compte en banque, parce que si c'était le cas, il y a des pays qui s'appellent pays développés, qui nous sortent des PIB avec des trillions. Mais quand on regarde à la loupe ces pays-là, on voit que les taux de suicide, il est au maximum. On voit que les dépressions, c'est au maximum. On voit qu'en fait, même c'est des pays endettés. Donc en fait, je ne sais plus c'est quoi l'abondance. Donc je dois chercher une définition vraie, réelle. Parce que nous qui avons eu, je ne sais même pas si c'est une chance, mon langage est trop abusé, mais qui avons vécu en Europe, vécu aux États-Unis, passé par Israël, on regarde, on connaît ces sociétés. Les gens souffrent. C'est pas ce qu'on pense. Hein. On pense que parce que ces pays-là ont des routes avec des pavés et des lumières la nuit, que c'est des endroits qui sont paradisiaques. Non, les gens souffrent. Si vous regardez aujourd'hui les États-Unis, regardez les tueries, regardez les dépressions, regardez l'état des meurtres, l'état des viols, regardez les pauvres. Regardez, il n'y a pas besoin d'aller loin. Aujourd'hui, grâce à Internet, il y a beaucoup d'informations, on va dire, qui sortent. Donc, alors moi, dans mon petit niveau, je me dis, mais comment on définit l'abondance? Parce que ce n'est pas ça l'abondance. Et puis, en parlant avec les cocos, les anciens, les sages, on dit, non. Abondance, ça n'a rien à voir avec la quantité d'argent que tu as. L'abondance, ça a à voir avec le fait que ce que tu reçois te suffit amplement pour toi et même pour les autres. Ah, c'est quoi la différence? La différence, c'est que quelque chose qui vient avec, comme tu employais le mot, Papa Jean-Michel, je le reprends, avec une pureté, avec un souci traditionnel, une pureté de transmission, de construction, cette chose-là ne s'abîme pas, ne s'effrite pas, ne s'évapore pas vite. Elle reste. Je dis, mais j'avais qu'à 2 kilos de semoule, mais avec les 2 kilos là, j'ai nourri tout le village. Ça, c'est la preuve qu'on est dans l'abondance. Mais si tu as 2 kilos de semoule et que tu as mangé que toi-même, mais que ça a déjà manqué pour les enfants, ça, c'est la preuve qu'il n'y a pas d'abondance. Et comment on le voit? Regardez les sociétés européennes, américaines. Les riches ne sont pas riches. Pourquoi? Si tu es réellement riche, tu n'as pas peur de donner. Tu n'as pas peur, tu donnes. Tu n'as pas peur de dépenser. Regardez tous les riches, on parle de riches, eux-mêmes, ils sont les maîtres des prêts. C'est-à-dire que tu as l'argent, achète. Non, je vais faire un prêt. Pourquoi? Parce que je ne vais pas dépenser. Pourquoi? Parce que j'ai peur de manquer. Donc, tu n'es pas dans l'abondance. Celui qui est dans une abondance basée sur ce qu'on vient de voir ici, même il a juste ça. Il lui reste un dernier billet de 100 000, de 10 000 francs. Il dépense. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce n'est pas ça qui va faire qu'il va manquer demain. Donc, c'est toute une logique de réflexion qu'on est en train de construire. Mais rassurez-vous, je sais exactement où on va. Et croyez-moi, ça, c'est presque 10 ans de travail. On a pris le temps de vérifier, de vérifier. On sait ce qu'on dit. Qu'on ne vous mente pas, il n'y a pas d'abondance dans les pays développés. Ça n'existe pas.
Pour ceux qui sont en Israël, demandez ici combien de pauvres il y a. Demandez comment les gens ils survivent. Les gens ici sont surendettés. Si tu ne t'endettes pas, tu ne manges pas. Si tu n'as pas des crédits à la caisse, c'est-à-dire qu'à la caisse, tu viens, t'achètes pour 100 € de nourriture pour ta famille, tu fais un crédit. Rendez-vous compte de là où on est arrivé. Elle est l'abondance. Je suis obligé de faire un crédit pour manger et je le fais tous les jours. Et même si je ne veux pas, le système m'oblige à le faire. Parce que derrière, il y a un profit qui est fait par le crédit que je fais. Donc, en fait, le système est content que l'abondance ne soit pas la vraie abondance pure, mais l'abondance impure qu'on appelle leur PIB basé sur des milliards, mais qui se finissent. Et ça, je vous dis, c'est de l'expérience, c'est du vécu, c'est de l'étudier, on le sait, c'est comme ça. Donc, il faut que nous, Congolais, on soit courageux pour construire une société où on a confiance en notre tradition, on a confiance en nos ancêtres, on a confiance au fait que si on a réussi à tenir comme ça, alors que, comme dit Papa Jean-Michel, on n'est pas structuré, filmère, tout ça, mais ça, il y a un truc bizarre qui dit, ça tient. Alors, si on se structure et qu'on fait les choses, on va faire descendre une abondance qui se résume par quoi? Déjà, la famille se perpétue. Chacun occupe un rôle et ça se renouvelle, comme a dit Papa Jean-Michel. Les enfants, le renouvellement de la démographie. Après, c'est la vie. C'est quoi l'abondance? C'est que tu vis. Tu n'es pas là suicidaire, tu n'es pas là dépressif, tu n'es pas là triste. Tu es là, tu vis, tu apprécies ta vie. Tu t'accomplis, tu apprends des choses, tu te développes, tu fais du hobby, tu apprécies ta vie, tu vis. Vous savez, c'est quoi? Vous allez en Europe, ceux qui pensent qu'il y a tout en Europe, ils ont ce qu'on appelle des taux d'humeur. Il y a des moments où ils te disent, non, aujourd'hui, le français, il est triste. Quoi? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent des calculatrices et des notes qui vont faire des trucs. Ah, comment tu te sens aujourd'hui, hein? Mais toi, le pays, il est riche, c'est dans l'abondance. Non, aujourd'hui, non. L'humeur des Français est au plus mal. Quoi? L'humeur des Français est au plus mal alors que vous êtes le pays, quatrième puissance mondiale, armé, je ne sais pas. Rendez-vous compte, il y a un mensonge. Il faut vivre, apprécier sa vie. Comme il dit, ah, il est mort dans ses vieux jours, il était satisfait et rempli. Il a tout fait. Après, c'est la nourriture, c'est la rentrée d'argent, c'est son salaire. Mais quand tu es dans une société structurée, tu n'es pas en train de te dire, non, moi, je veux le salaire du voisin là-bas. Comment ça se fait que lui, moi, il veut le même métier que moi, il gagne plus que moi? Non, tu n'es pas là-bas. Tu sais que tu as ton truc, ça te fait vivre ta famille, tu es heureux. Ce que tu as, tu es content de l'avoir parce que c'est ce qu'il te faut, c'est ce qui te suffit. Parce que c'est pas bon de manquer, mais c'est pas bon de trop avoir aussi. Parce que quand on a trop, on multiplie les soucis. Il faut avoir ce qu'il faut. Mais comme l'a dit Papa Coco, c'est une rééducation qu'il faut faire. Mais en misant sur ça, je vous dis, on va gagner. Je vous donne après je finis sur ça parce qu'il est tard. Une anecdote. Hier, quelqu'un m'appelle. Il m'a dit, hey, tu vois, il y a Dr Mukwege, il a fait un conférence de presse, il va se présenter et tout. Donc là, il va participer à la semaine de l'ONU. Il va essayer de lever des fonds et tout, et tout, et tout. La personne me dit, bon, de toute façon, politique, il est nul. Il joue sur le côté docteur, il va réparer le Congo, ça c'est le slogan. J'écoute comme ça. Et je dis non, il a le droit de vouloir proposer un projet politique pour le pays. C'est pas le souci, bien au contraire. C'est bien. J'ai dit, après, il dit, mais en fait, je te dis ça pour que tu sois au courant des nouvelles, donc il faudrait que tu nous dises comment on réagit à la nouvelle. J'ai dit, je ne vais pas réagir. Il dit, pourquoi tu ne veux pas réagir? J'ai dit, parce que j'ai une autre idée. Je sais quoi l'idée? Et c'est très simple. À chaque fois qu'il y a un candidat qu'on estime que ça peut être intéressant, on propose un débat. On sait faire monter la sauce, ne vous inquiétez pas, on a les réseaux médiatiques, on a les réseaux Facebook. Il va avoir le message. Le rabbin Kitoko Diaké Semara propose un débat au docteur Mukwege. Bien! Et c'est dans les débats que l'on va être bon. Quel projet de société tu as?
si tu viens nous sortir une sauce ou une soupe froide qui n'a jamais marché, on t'affronte dans le bon sens. J'ai dit, non, t'inquiète pas, j'ai proposé lui un débat. Il fait, ah oui, j'ai proposé lui un débat. Dis-lui qu'il y a le rabbin qui est en Israël, il est très content que tu te lances. Il est content d'avoir quelqu'un qui a un niveau intellectuel comme le tien. Propose un débat, on va faire ça. On a un journaliste qui a déjà dit oui au Congo. On fait le débat face à face. Choisis les thématiques, 5 thématiques, et on y va. Je peux vous dire déjà, il tremble déjà. Parce qu'ils ont commencé à regarder les vidéos. Ils ont dit, ah, attention, parce que le gars là, il est chaud. Tu vas t'amener sur les terrains, tu peux te retrouver. Ah, j'ai fait, c'est ça notre force. C'est que quoi? On ne dit pas des choses utopiques. On sait ce qu'on propose et on est cohérent. On n'attaque personne sur son bilan, on n'attaque personne sur ses compétences. On se base sur nos forces. Et aujourd'hui, je le sais, le temps est au changement parce que les Congolais sont dans une prise de conscience de ce qu'ils sont, même si ce n'est pas encore totalement construit, de leur identité. Moi, je leur dis, voilà, à chaque fois qu'il y aura un candidat qui vraiment, on propose un débat. Moi, je viens, je n'ai pas de problème. Moi, j'adore ça. On va parler, on va. Mais à ce moment-là, on va montrer que s'il n'y a pas ce culot-là d'amener quelque chose de nouveau, le Congo restera dans ce qu'on appelle, pour les amateurs du sport, dans le ventre mou comme ça. Là. Et là, ça ne marche pas. Non. On est un peuple trop noble pour rester dans cet état-là. En tout cas, merci beaucoup pour vos interventions. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer dans le groupe. Et puis, je reste à votre disposition pour quoi que ce soit. Et je vous donnerai les nouvelles nominations et les changements et ceux qui seront mis de côté d'un secrétaire national bientôt parce qu'on a plusieurs... on a nos oreilles, nos yeux partout, même dans Kinshasa, même à Lubumbashi, même à Ituri. Donc, on sait qui fait le travail, qui profite. Donc, il y a des dossiers que je ne sors pas, mais on sait. Donc, il y a des gens qui ont été écartés. Donc, je vous dirai ça, surtout sur les nouveaux nominés, bientôt. Merci beaucoup. Passez une très bonne soirée. Et puis, on se dit à dimanche prochain pour tout le monde. Salut Patrick, papa. Bisous, bisous, maman. Bonsoir, papa Jean-Michel. Bonsoir, papa Florent. Bonsoir, maman Audrey. Papa Coco, merci pour l'intervention. Papa Jean. Bonsoir, merci. Claude, papa Chérubin, merci beaucoup. Maman Blandine, papa Kinzondi. Le petit Nathan. Comment ça va, Nathan? Maman Rachel. Maman Vanessa. Et merci beaucoup pour tout. Maman Vanessa, je pense que demain, je vais vous appeler parce que j'aurai sûrement besoin par rapport aux pompes pour les eaux, pour les forêts. On a besoin pour un projet. Donc, on se parle bien noté. Merci beaucoup. Allez, bonne nuit à tout le monde et puis à dimanche. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir, au revoir.